En Tunisie et en Égypte, on est dans une situation nouvelle dans laquelle des nouveaux gouvernements, des nouveaux mouvements, une nouvelle situation, un peuple soulevé, des peuples soulevés, permettent peut-être d'avoir d'autres possibilités. Le forum est une occasion qui vient pour la première fois en Tunis. Il y a environ de 500 volontaires qui sont des étudiants ici à l'ENIT, à l'école, à la faculté des sciences, à la faculté de droit et aussi d'autres facultés. C'est enrichissant en ce qui concerne les débats qui se font chaque jour et aussi les rencontres entre les gens de différentes nationalités, différentes langues. Ce forum permettra de nous rencontrer de partout du monde. Alors il y a des ONG, des associations, rien qui vient de l'État. Tout est on va dire un peu sauvage. À travers Internet, on va certainement s'organiser dans les 10, 15, 20 prochaines années afin de nous rendre plus conscients de nos responsabilités communes et individuelles. Ça permet de prendre plus de responsabilités, de connaître des gens, de parler dans des sujets qui n'ont jamais parlé, d'utiliser les langues. En Tunis, on étudie l'arabe, le français, l'anglais, mais on ne l'est pas utilisé fréquemment. Donc quand je parle maintenant, je suis en train d'utiliser le français avec d'autres gens l'anglais et même d'espagnol que je ne connais même pas, c'est très bien. Beaucoup de gens en Tunisie, des jeunes, je dirais la majorité, ne sont pas au courant du fait qu'on est dans un système de gouvernance mondiale, de mondialisation. Et il y en a beaucoup de gens qui ne savent même pas de ce que c'est. Et voilà, c'est ça le problème. L'État est au service du peuple. Bon, voilà. Donc on compte sur eux pour nous protéger des affres de la consommation de masse et des industries multinationales. On ne lutte pas vraiment pour des vraies valeurs qui pourra enfin changer le monde, mais on lutte pour les intérêts et les idées des partis politiques. On continue à faire croire qu'il va falloir développer le plein emploi. On est dans des crises de la dette, ça on en parle beaucoup au Forum social mondial, les crises de la dette publique au niveau mondial, au niveau de tous les États, une crise de la finance, il y a un problème de monnaie, c'est la monnaie qui ne circule plus. Parce qu'il n'y en a plus en fait dans l'économie réelle, elle est complètement phagocytée par la finance. Et tous ces problèmes-là, en fait, on n'en parle pas, on les médiatise pas, il n'y a pas de débat public. Donc, et du coup, les gens sont dépossédés de la capacité à comprendre ce qui leur arrive. Et donc il y a un gros problème existentialiste en fait, un gros problème de comment on se construit en tant qu'individu conscient, responsable dans cette société-là, et comment on participe à notre société, comment on y contribue, activement, positivement. Depuis 30 ans, 22 millions d'actifs en France, on est passé à 27 millions d'actifs, donc de gens rentrant dans le travail. Donc 23% de plus d'actifs rentrent sur le marché du travail en France depuis 30 ans. Les 2/3, c'est des femmes et 1/3 des hommes. Pendant le même temps, la France, elle a produit 76% de marchandises en plus, avec un temps de travail qui est passé de 44 milliards d'heures travaillées à 36 milliards d'heures travaillées, donc 10% de moins d'heures travaillées. Donc, dans une société qui produit 2 fois plus, avec du travail en moins, va se poser la question comment on répartit le travail. Hannah Arendt, qui avait écrit La condition humaine, il disait « Eh bien, nous sommes une société de travailleurs qui sera de plus en plus sans travail. Et cette société humaine, qui est une société de travailleurs sans travail, ne sait plus les valeurs les plus hautes qui méritent l'existence. » Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on se construit en tant qu'individu dans cette société-là,
où on est dévalorisé, précarisé, ignoré, considéré comme des maillons simplement d'une société de production, d'une machine de production, où il faudrait produire avant tout pour vivre. Et écologiquement, ça ne tient pas debout, économiquement, ça ne marche plus. La quatrième religion monothéique, c'est le monothéisme de marché. C'est la société du tout marchandise. Or, c'est quoi le bréviaire tous les jours à la messe quand vous ouvrez la radio? C'est croissance, compétitivité, richesse. Or, ces trois mots du bréviaire qu'on répète ça tous les jours, sonnant la cloche, croissance, que les partis soient de gauche comme de droite, pour s'en sortir, il faut de la croissance, de la compétitivité pour faire de la richesse. Qu'est-ce qui se passe? Le mot croissance, il pose problème avec la crise écologique. Il pose un sacré problème, le mot croissance. Il ne le posait pas il y a 30 ans. Le mot compétitivité, qu'il s'agit de faire des chômeurs chez le voisin et d'exporter ces chômeurs chez les autres, il pose problème, le mot compétitivité. Et le mot richesse, on l'a entendu tout à l'heure, il pose aussi problème. C'est quoi la richesse? Il y a, dans le produit intérieur brut, les 3/4 de la richesse sont bien souvent des richesses destructrices. Il y a un vrai problème de partage des richesses, il y a un vrai problème de circulation de la monnaie. Ça, c'est pas un frein psychologique, c'est un frein économique. Et puis on n'en est pas sorti, quoi. L'austérité, on n'en voit on n'en voit pas le bout. La fraction de la bourgeoisie financière qui contrôle n'entend rien laisser de ses privilèges et utiliser toutes les armes qu'elle peut, idéologiques, militaires, répressives ou autres, pour continuer à bénéficier de ses privilèges. Enfin, moi je dis toujours qu'il y a deux types de discours. Le discours dont on s'adresse à l'émotion et le discours dont on s'adresse à la réflexion. Et le second, c'est ce qui montre. C'est-à-dire qu'on n'incite pas que les gens enfin se permettent de se poser des questions. Et quand on se pose des questions, c'est-à-dire quand on se laisse aller sur les faits de nos omissions, fort possible que la personne avec qui on se laisse aller, il finira par nous tyranniser, enfin nous arnaquer, nous prendre pour un camp. Voilà. Je suis là maintenant au forum pour avertir les Tunisiens que la démocratie à la française n'est peut-être pas la meilleure solution. Elle est sujette aux multinationales, de plus en plus financée par l'extérieur. Et l'appropriation de la démocratie, de la citoyenneté, de la responsabilité citoyenne perd de sa vitesse en France. On crée le besoin à travers la télé, les médias. Ouais. Après, on propose le produit juste devant chez soi. C'est l'outil qu'on utilise actuellement à l'échelle internationale pour conditionner l'opinion publique, pour faire en sorte que le citoyen ne décide pas par lui-même, laisse les autres décider pour lui. Enfin, c'est ce qu'on dit aussi en Tunisie. Ouais. Ce que je dis souvent, c'est que les gens sont incapables d'analyser les faits qui sont en train de se passer dans le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on se laisse aller sous l'effet du discours émotionnel, des politiciens en général, du discours que le journaliste ou les médias veulent passer. Et c'est ça, c'est là où réside le grand problème, c'est là où réside le pire ennemi du citoyen. Oui, c'est vrai. La désinformation. La désinformation, quand je parle le quotidien du citoyen ordinaire, c'est-à-dire qu'il est, dès son lever le matin, la mode de vie actuelle ne lui offre pas, comme on dit, l'occasion d'avoir un temps de réflexion pour pouvoir vraiment penser à ce qui se passe. C'est aussi ça. Il y a une question d'information, on peut accéder à l'information si on la veut vraiment, mais il y a aussi une grande part d'hypocrisie de certaines multinationales qui sur leur site internet vont dire qu'elles font du respect des droits de l'enfant, qu'elles assurent que leur production est faite dans les normes environnementales et sociales qui sont demandées en Europe.
Et si on creuse un minimum, en fait, c'est leurs sous-traitants qui vont produire au Bangladesh, et là, il n'y a aucun contrôle. Et en fait, ça, c'est un problème de cadre juridique. Il n'y a pas un cadre juridique strict pour forcer les multinationales à faire une chaîne et de savoir exactement d'où ça vient. Donc ça c'était, mais cette information moi je l'ai eue cette année à la télévision, sur France 2, Cache Investigation avait fait des enquêtes sur les grandes marques, donc type Zara justement. Et c'était intéressant de voir que ce manque de cadre juridique faisait qu'il y avait une grande hypocrisie et que du coup, si on est quand même, on veut être un consommateur averti, on n'a pas forcément toute l'information nécessaire et ça oui c'est un problème. Et il y a la contrainte économique forcément, quand on a un revenu limité, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'aller se tourner vers une coopérative, on a toujours l'impression que ça va être plus cher, ce qui n'est pas forcément fondé, mais effectivement ça peut être un frein possible. Quelle que soit la stratégie, quel que soit ce que l'homme fait, quelle que soit la puissance de X ou Y, la détermination des peuples, la détermination des communautés est indispensable. Et cette détermination va naître une fois que les peuples sont conscients, que les communautés sont conscientes là où elles vont. Et donc notre première activité, et celle que nous sommes en train de faire en force, si je peux le dire, en priorité, c'est d'informer, de sensibiliser les masses paysannes, les populations qui sont au niveau de la base, pour savoir tous les enjeux qui sont autour de la semence, tous les enjeux qui sont autour des multinationales. Ça, c'est un premier niveau. Ceux qui détiennent l'information, ce sont les paysans. Ils doivent partager cette information avec tout le monde, que ce soit les décideurs comme les simples citoyens. Les simples citoyens, ce sont les mandants, ce sont eux qui élisent les décideurs. Et il est tout à fait normal qu'ils aient la bonne information pour qu'en fait, ceux qu'ils ont mandatés puissent leur représenter conformément à leur vue. Le citoyen lambda peut avoir un fort impact sur ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire si dans notre campagne pour la souveraineté alimentaire, le message qui est du genre, les OGM, leur impact sur la santé, en tout cas jusque-là, on n'a pas encore démontré qu'ils n'ont pas d'effet néfaste sur la santé. Si les citoyens sont conscients de ça et qu'une fois au supermarché, une fois au marché, une fois dans le champ, qu'ils puissent faire la différence entre un produit issu des OGM et un produit issu de l'agriculture propre ou bien de l'agroécologie, on pense que ça peut avoir une influence, ça peut avoir un impact sur ceux qui sont en train d'orienter l'agriculture. Et ça fait partie de notre combat, effectivement. Ce qui réunit le simple citoyen à la semence, c'est l'assiette. Parce qu'en fait, la semence, lorsqu'elle est récoltée, elle est la base alimentaire. C'est pourquoi nous avons tendance à dire que la semence est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Et cette chaîne alimentaire, c'est ce que nous avons de commun. Que ce soit les citoyens, les politiciens, les paysans, tout le monde, ils sont réunis autour de l'assiette. Et ce que nous consommons, nous devons savoir ce que nous consommons, sinon ce serait la catastrophe. Le retour au cycle court, pouvoir aller chez les agriculteurs qui sont près de chez nous. En France, on a la chance d'avoir justement une grosse communauté agricole, de pouvoir savoir d'où ça vient, quels sont les produits utilisés, quelle est la personne qui a fait ces produits. Regardez dans nos assiettes, qu'est-ce que nous mangeons. Est-ce que ce que je mange profite à mon voisin le plus proche? À qui profite ce que je mange? À moi en premier lieu, certes, mais il y a des répercussions dans le monde entier. Cette industrie de masse en agroalimentaire est en train de nous perdre. La recherche du gain qui a fait qu'aujourd'hui, la semence étant une denrée, une ressource extrêmement importante, ceux qui aujourd'hui sont en train de chercher du profit pour du profit s'en sont accaparés parce qu'en fait, ils savent que si aujourd'hui on dépossède les paysans de leur droit de posséder, de reproduire et d'échanger leurs propres semences, ils seront dépendants et ils seront aujourd'hui taillables et corvéables. Et aujourd'hui, nous, ce que nous faisons, on ne lutte pas contre qui que ce soit, mais ce que nous voulons, c'est que les paysans que nous représentons, les paysans que nous sommes,
soyons autonomes vis-à-vis des semences. Mais l'impact à long terme, c'est que tous les paysans, compris ceux qui sont en ville que ceux qui sont en milieu rural, vont avoir une grande dépendance sur leurs intrants. En parlant d'intrants, je commence par la semence en tant que telle, parce qu'à travers leur brevetage, à travers leurs semences qu'on appelle Terminator, etc., le paysan est tout le temps obligé de repartir. Deuxièmement, comme ces semences sont accompagnées d'un paquet technologique, ils sont aussi obligés de repartir auprès de ces multinationales pour avoir ce paquet technologique. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et finalement, c'est toute leur activité qui va dépendre de ces multinationales. Ce qui fait qu'à long terme, c'est une dépendance. À court terme, c'est l'économie en tant que telle. Et un autre aspect à long terme, c'est la biodiversité qu'on va perdre. Et nous savons tous quel est l'impact ou bien quel est l'effet, quel est l'apport de tout être vivant sur la chaîne alimentaire ou bien sur la vie en tant que telle. Donc c'est la biodiversité qu'ils vont affecter à moyen ou long terme. Nous sommes en train de nous organiser entre paysans. Et nous savons que paysans du sud, paysans du nord, nous avons les mêmes problèmes. Ce que nous devons aujourd'hui, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'à ce combat vienne s'adjoindre la société civile, les citoyens, surtout les associations de consommateurs. Et qu'aujourd'hui qu'on montre à la face du monde que nul n'a le droit de s'approprier du vivant. Ce n'est pas un droit de propriété intellectuelle qui doit nous priver de la semence. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas accepter cela. L'autonomie semencière est très importante parce qu'en fait, aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui une pollution au niveau de l'environnement telle que qui sont entraînés par les pesticides, qui sont entraînés par les engrais, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir confiance aux semences qui nous viennent de partout. Nous sommes pour nos semences et nos semences locales. Nous avons, à l'échelle de la planète, le plus grand défi qui n'a jamais existé depuis des siècles, c'est-à-dire le défi énergétique, le défi climatique et le défi de la biodiversité. Celui-là, tout le monde, qu'il soit au nord, au sud, toute la planète est en face de ce défi. C'est le même défi qu'il y a eu 65 millions d'années. Et face à ce défi-là, on sent bien, nous, la société civile, que répondre à ce défi, ça va se faire territoire par territoire. Et ça va être un défi aussi de changement de nos modes de vie, territoire par territoire. Le plus important pour aller à la rencontre des personnes qui n'ont pas encore fait le pas de côté, c'est de créer des groupes locaux, c'est d'aller au-devant des gens. Quand on est déjà dans l'associatif, on a presque le devoir d'aller aussi au-devant des autres, comme si on se considérait un petit peu comme une avant-garde, entre guillemets, un peu plus éveillé. Bon, voilà, on peut créer des groupes locaux, des conférences, des débats. Il y a plein de cafés citoyens qui s'organisent régulièrement en France, dans plein de villes. Voilà, faut en faire plus, faire des films, investir les médias et répandre des messages comme ça de changement de mode de vie. On peut agir en faisant des choix raisonnables, en se renseignant un maximum sur ce qu'on va acheter, en regardant. Donc ici en Tunisie, l'exemple le plus simple c'est les fripes. Enfin, c'est quelque chose qui est très démocratisé, donc on peut acheter des vêtements de seconde main, qu'on peut retrouver un petit peu partout. Et à moindre coût, au lieu d'aller dans les grands magasins, les chaînes Zara par exemple, Zara est implantée en Tunisie, c'est vu comme une marque assez chic, alors que en me renseignant un minimum, je sais que Zara produit au Bangladesh dans des conditions, de mauvaises conditions. Donc l'idée oui, c'est d'aller faire de la récupération, d'aller essayer de trouver. Après voilà, en Europe on a une offre de textiles bio, de commerce équitable, ici il n'y en a pas encore. Donc il faut espérer que ça se développe un peu. Et il faut voir aussi du côté de la microfinance, parce que il y a beaucoup de microfinance qui se développent en Tunisie depuis 2 ans. Et donc là, il y a des coopératives d'artisanat local qui se créent un petit peu partout. Donc c'est une bonne idée d'aller voir de ce côté-là. Et je sais qu'il y a des vendeuses dans les parages vers les tentes égyptiennes qui vendent des produits de ce type-là. Et je pense que c'est plus intéressant de mettre peut-être un petit peu plus d'argent, mais d'avoir un produit, de savoir d'où il vient, par qui il a été fait.
les peuples doivent se déterminer, doivent se trouver les solutions pour leurs problèmes, à partir de leurs connaissances et à partir de leur vécu. Si on en arrive à là, une société où chacun est libre de se déterminer, chacun est libre de se prononcer par rapport à telle chose, par rapport à telle ou telle chose, mais bien sûr en connaissance de cause. Parce que quand je dis en connaissance de cause, quand un paysan se dit que je vais utiliser les OGM, sa seule pensée ou bien la seule chose qu'il connaît, c'est tout simplement qu'on lui dit qu'avec les OGM, tu peux multiplier ton rendement par 5 ou par 6. Mais qu'est-ce qui est derrière cette dépendance, cette perte de biodiversité, cette, si je peux dire, utiliser le mot tuer la terre, il ne sait pas ce qui est derrière. Donc pour nous, il faut donner l'information de fond en comble, les avantages, les inconvénients et tout ce qui tourne autour de l'information qu'on est en train de porter, afin que les peuples puissent s'autodéterminer. Maintenant, c'est là où on veut, c'est ce type de peuple où on veut aller. Avoir toute l'information nécessaire et choisir une itinéraire en connaissance de cause. Suite à la Révolution, on s'attendait à un changement. Mais il y a quelque chose de très important dont il faut prendre en considération et ne pas passer à côté. C'est-à-dire que la vraie révolution doit se passer dans l'état d'esprit des gens. Et il faut préparer moralement les gens à un changement pour qu'ils y participent eux-mêmes. Ne pas faire que revendiquer et attendre des acquis, etc. On ne peut pas attendre tout d'un gouvernement, on ne peut pas attendre tout d'une personne ou d'un chef, etc. Lui, il est censé faire son travail, le citoyen est censé faire son travail, donc il doit y avoir, comme on dit, une sorte de coopération. Ce qui serait intéressant de pointer comme ça, et c'est ce qu'on fait ici, c'est de nous rendre responsables de nous-mêmes et de notre environnement proche. Donc produire nous-mêmes, pourquoi pas après tout, organiser nous-mêmes, nous égayer nous-mêmes, et pas attendre de l'État et du monde entier de devenir heureux, quoi, d'être heureux. On a besoin de refaire société, quoi. On a besoin de reprendre confiance en nous et il y en a qui disent mais vous rêvez, vous n'y arriverez jamais. On va voir.